Donc pour du diagnostic social, quand on parle du diagnostic social, donc de quoi il s'agit? Donc qu'est-ce qu'on entend par un diagnostic social? Quel est l'objectif, le but ciblé? Et troisième chose, quel est le rôle? Ainsi que les étapes par lesquelles on doit passer pour mener un diagnostic social d'une entité, de la fonction sociale d'une entité. Donc on peut le définir de la manière suivante. Donc c'est une démarche qui permet d'évaluer la fonction sociale. Donc on va mener un diagnostic social pour voir est-ce que cette fonction sociale se porte bien ou bien il y a des problèmes. Donc il existe quatre grands objectifs du diagnostic social. Le premier, c'est la mesure de la performance. Donc le cas évident, quel est le niveau de cette fonction sociale, de sa performance? Est-ce que c'est un niveau satisfaisant? On peut retenir à ce niveau-là des indicateurs quantitatifs tels que la productivité, chiffre d'affaires sur effectif, comment il évolue, ou bien des indicateurs qualitatifs relatifs à l'absentisme, le nombre d'heures d'absence divisé par le nombre d'heures du travail, le retard, ou bien le turnover, c'est le nombre de démissions par rapport au nombre total de l'effectif. Donc tous ces indicateurs donnent une image sur la performance de l'entreprise. Et il y en a d'autres indicateurs sur le comportement, l'augmentation des déchets, la qualité du travail, les rebuts. Globalement, mesurer la performance, il se focalise autour de ces trois points. La productivité, le comportement des RH, des ressources humaines, et la qualité du travail à travers les pièces d'effectu ou le retour après-vente. Le deuxième objectif, c'est de détecter les écarts. Pour détecter les écarts, on fait appel ici à un tableau à double entrée. Donc, dans chaque poste, il y a un niveau de compétence exigé et il y a un niveau de compétence justifié. Donc, l'écart, c'est un éloignement et entre espace entre la compétence justement exigée et la compétence justifiée par la personne qui est dans le poste. Si la compétence exigée est beaucoup plus élevée que celle justifiée, tant mieux. Et si l'inverse, la compétence exigée est inférieure à la compétence justifiée, il y a un manque de compétence à ce niveau-là. Euh, donc la personne n'a pas les prérequis nécessaires. Donc il doit y avoir une formation pour que euh, celui qui occupe le poste, il puisse rattraper. Le troisième objectif, c'est étudier la proformité. Est-ce que l'entreprise exige assez ressources humaines, des salaires conformes à ce qu'elle donne comme rémunération? Donc la conformité à la réglementation du travail. Comme ça, l'entreprise gère son risque social. Et le quatrième et le dernier objectif, c'est étudier la fiabilité des données sociales, les heures de travail, la masse salariale, les indemnités de transport. Voilà, donc en gros, tout cela, on le fait pour le but de ces objectifs, donc pour le but de planifier les activités des ressources humaines et d'identifier des solutions envisageables au cas où il y a un problème, ou vers la fin pour préconiser un plan d'action. Passons directement aux outils de diagnostic social. Pour les outils de diagnostic social, nous avons dans un premier temps le baromètre social. On cherche à mesurer la perception des ressources humaines, leur, leur perception relative à un point particulier ou plusieurs points.
pondération pour avoir une note de perception de synthèse. Exemple, on pose une question sur l'alimentation ou bien l'hygiène. Et on va leur dire quelle est votre perception par rapport aux hygiène, par rapport à l'alimentation. Ils vont répondre à un formulaire, soit leur perception est très élevée, moyen, leur satisfaction, ou bien médiocre. Et après, on dit que 70% ont répondu moyen. Et on lui donne 2%. Par exemple, et deuxième question, quelle est votre perception en mode de transport qu'on met à votre disposition? Et ils vont répondre de la même manière. Et après, on élabore, on déduit une synthèse. Et également, on peut poser une troisième question par rapport à la cantine et ce qu'ils sont satisfaits ou non satisfaits. Et après, donc, on déduit une note, soit une note de synthèse globale. Globalement, on est dans la partie verte, rouge, orange, et des notes par segment, par question. Question rouge, question verte, question orange, question jaune. Chaque question, on la donne une pondération et on déduit une note globale. Donc, le grand problème à ce niveau-là, c'est qu'on peut rencontrer, c'est la subjectivité des gens. Quand ils vont répondre, ils ne seront pas objectifs. Et il faut prendre en compte ça et formaliser les questions en fonction de ça et de les relativiser par rapport à ça. Vu que la deuxième question ne dispose pas des données relatives à la deuxième question, on peut intégrer une troisième question pour pousser les personnes à dire la vérité. Donc, je reprends l'exemple de l'alimentation. Est-ce que vous êtes satisfait ou non? Et juste après, on va, par exemple, poser une question relative à la toxicité de l'alimentation. Est-ce qu'il y a, par exemple, au sein d'une entreprise, des salariés qui ont été tombés malades suite à l'alimentation qui n'est pas saine, toxique? Bien évidemment, on a les informations relatives à cette question. Donc, le salarié, il ne va pas mentir. Il ne va pas mentir. On va le pousser à dire la vérité. Donc, le baromètre social prend la forme soit des cases, et devant chaque case, il y a la question et la couleur. Orange, ça veut dire mauvais. Rouge, médiocre. Jaune, moyen. Vert, bon. Donc la couleur en fonction de la moyenne des réponses. Si la plupart des questions sont en rouge, on dit que le baromètre est rouge. Donc c'est un indicateur quantitatif mais aussi qualitatif. Le deuxième outil, c'est le bilan social. Une table de synthèse qui nous donne une photo des ressources sociales de l'entreprise à un moment donné. Donc le bilan comptable est obligatoire. Alors celui-ci est facultatif en fonction des besoins. Donc le choix des indicateurs en fonction des objectifs de l'entreprise. C'est un outil de management. Ça veut dire les cadres. Au niveau du bilan social, on trouve combien de cadres supérieurs, cadres intermédiaires, les agents, le niveau de diplôme, l'ancienneté, l'âge. Tous ces indicateurs, ils sont figurés au niveau du bilan social. Parce que c'est un outil de management, mais aussi un outil d'information. Quel est le niveau de compétence de chaque collaborateur? C'est aussi un outil de planification. Il nous renseigne sur le besoin de l'entreprise en termes de recrutement. C'est aussi un outil de concertation et de négociation avec le syndicat. Je vous donne un exemple. Si par exemple le syndicat a demandé d'augmenter les salaires, la rémunération des salariés, on peut justifier, on peut rejeter ça, mais on peut le justifier grâce au bilan social. Grâce au bilan social, il va nous servir à ce niveau
de convaincre et de persuader le syndicat comme quoi on ne peut pas augmenter les salaires suite il y a les indicateurs qu'on peut utiliser pour argumenter. Donc, sans trop tarder, passons au dernier outil, c'est le tableau de bord social. C'est ce qu'on a réalisé par rapport à ce qu'on a prévu. C'est aussi un outil de pilotage qui permet de mesurer la performance et d'assurer le suivi afin de perfectionner. Donc, la seule différence par rapport au tableau de bord classique, c'est que les indicateurs ici sont relatifs à la fonction sociale. Des ratios liés à la fonction sociale, par exemple le nombre d'heures d'absence ou de retard par rapport au nombre d'heures de travail. Donc l'objectif, c'est d'avoir 1%, c'est-à-dire sur chaque 100 dirhams de travail. Donc je dois pas avoir plus d'une heure d'absence ou de retard. Donc ici, ça s'avère qu'on a 0,5%. Je m'excuse donc pour l'objectif d'avoir 1%, c'est-à-dire chaque 100, chaque 100 heures de travail qu'on a le fixé comme objectif. S'il s'avère qu'on a 0,5, donc tant mieux. On n'a pas atteint encore le 1%. L'écart est positif. Si on a 1,3, l'écart est mauvais. Donc il y a lieu de se rattraper. Donc le tableau de bord social, c'est un outil de pilotage et de la formation sur les ressources humaines, de la fonction des ressources humaines, dans lequel, en comparant ce qu'on a réalisé par rapport à ce qui a été prévu par un certain nombre d'indicateurs relatifs à la fonction sociale. Donc voilà, sans trop tarder, passons au dernier élément, c'est la démarche ou bien le processus, l'ensemble des étapes par lesquelles on doit passer pour mener ce diagnostic. La première des choses, c'est savoir à qui on va faire le diagnostic social. Dans quelles circonstances, dans quel but légal, dans ce cas. La référence et le coût de travail, perfectionner le rôle de la fonction en ressources humaines, ça va être autre chose. Deuxièmement, il faut délimiter le périmètre. On va mener le diagnostic social par quel type de paramètres. Est-ce qu'on va retenir une zone géographique? On va auditer les ressources humaines de la filiale qui a, je ne sais pas quoi, à Rabat ou bien à Casablanca ou ailleurs, ou plutôt le groupe dans sa globalité. Quelle tranche d'âge on peut auditer? Une tranche d'âge particulière, élaborer le tableau de bord social pour la masse salariale qui ne dépasse pas 50 ans, pour voir leur efficacité par exemple. Comme ça, peut-être par catégorie socio-professionnelle, seulement les cadres, les salaires, ou bien les salariés des ateliers. Donc on délimite le diagnostic soit total, soit partiel. Une fois qu'on a fait cette délimitation, on collecte les données, soit les données officielles qu'on a collectées auprès de direction des ressources humaines, ou bien auprès de la comptabilité, soit des entretiens auprès madame et monsieur tout le monde. Donc ça peut être soit les responsables, soit les salaires, les salariés eux-mêmes. Troisièmement, c'est exploiter les données pour mesurer les indicateurs qui vont nous permettre d'avoir une réponse. Les exploiter en mesurant des indicateurs. Et là entre en jeu une question. Comment je vais faire pour exploiter ces données? Il faut utiliser des outils. Si à ce niveau-là, je peux recourir au baromètre, si l'objectif est d'étudier le sentiment d'appartenance, étudier l'environnement de travail, le climat social, rémunération par rapport au travail demandé, étudier la perception des œuvres sociales. Par contre, je peux amener
à élaborer le tableau de bord social, c'est l'objectif de savoir la performance de la fonction sociale, à combien s'élève la productivité, est-ce que laquelle se fait, la manière par laquelle se fait le travail dans les ateliers est bon. Par contre, lorsqu'il s'agit de répondre à la question y a-t-il un risque social de sous-encadrement, ça veut dire le nombre de cadres par rapport au salaire est trop faible. Ici, c'est le bilan social. Voilà. Donc, une fois qu'on a mesuré ça, et on a utilisé les indicateurs et on a obtenu des résultats, il faut les commenter pour détecter les anomalies. C'est la quatrième étape. Et vers la fin, une fois qu'on a détecté les anomalies, il faut élaborer un plan d'action. On peut l'utiliser directement à partir des anomalies, comme on peut recourir à une mission supplémentaire qui s'appelle l'audit social afin de vérifier par rapport au coût du travail. Donc au niveau de tableau de bord, la productivité est médiocre, par exemple. On ne peut pas l'augmenter parce que ça va augmenter le nombre d'heures de travail. Donc à ce niveau, il faut se référer au coût de travail. Sinon, augmenter les salaires, par voie de conséquence, en augmentant la productivité.